Et on voit cette mobilisation d'une coalition de l'opposition. Comment on se sent? Qu'est-ce que ressentez-vous face à ce meeting? Alors, nous étions préoccupés par... Nous sommes jusque-là préoccupés par notre pré-congrès. Okay. Donc nous sommes en tournée. Donc notre actualité rythme autour donc, du pré-congrès. Mais nous avons suivi ce meeting avec beaucoup d'attention, de loin. Et le défi, il était important. On attendait donc la mobilisation de l'opposition, la CAP Côte d'Ivoire, puisque c'est une organisation quand même qui comporte 25 partis politiques. Donc, en tant qu'acteurs politiques, nous étions très attentifs à ce qui se passait à Yopougon. Malheureusement, les attentes n'ont pas été à la hauteur donc, des espérances. Les attentes de qui? Les attentes donc, des Ivoiriens, puisque quand même 25 partis politiques représentent sur papier une force importante. Donc nous nous attendions à une mobilisation extraordinaire et surtout que les organisateurs avaient annoncé près d'1 demi-million de personnes. Je parle sous le contrôle du maire, donc député maire de Makori, M. Abi Raoul, qui avait annoncé 1 demi-million de personnes. Donc on attendait que Yopougon soit noir du monde. Malheureusement, c'est entre 4 000 et 5 000 personnes qu'ils ont réussi à mobiliser pour 25 partis politiques. C'est environ 1% donc, de ce qu'ils attendaient. 5 partis politiques, c'est environ 1% donc, de ce qu'ils attendaient. Donc, vous tenez ces chiffres-là de qui? Selon la police, selon les chaînes internationales, je ne vais pas donner le nom ici pour ne pas faire de publicité, mais une chaîne internationale importante en France, sur laquelle le président du PDCI passe régulièrement, pour passer son message, a annoncé donc entre 4 000 et 5 000 personnes que 25 partis politiques ont mobilisé à la place Figayo. Je pense qu'ils devraient faire mieux. Mais on ne s'attendait pas, en tout cas de mon point de vue, on ne s'attendait pas mieux que ça parce que quand vous regardez ces partis politiques qui sont mis en place, mais que représentent, quelle est leur légitimité? Quand vous avez des partis comme le COJEP, le MGCI, qui se résument uniquement à leur leader, le COJEP se limite à Blé Goudé, le MGCI en dehors de Mme Simone et Yves Gbagbo, mais ce sont des illustres donc, inconnus qui composent ce parti. Et donc en réalité, le seul parti politique qui représente quelque chose sur l'échiquier politique national, c'est le PDCI-RDA. Donc on peut estimer que les 4 000 ou 5 000 personnes, si je vais être vraiment les 5 000 personnes, je pense que c'est le PDCI qui les a mobilisés. Et donc ils ont montré à la face du monde qu'ils ne sont pas capables donc, de réaliser quelque chose, c'est du bruit qu'ils font. Et pour moi, les populations ne peuvent pas adhérer à leur vision. Parce que quand vous regardez leurs revendications, mais elles sont vieilles de 5 ans ou de 6 ans. Donc vous n'avez pas de projet, vous n'avez aucune vision, les populations ne vont pas vous suivre, alors qu'elles ont besoin donc, de vrais projets pour leur avenir. Merci pour ce premier tour de table. Arthur Bonga, lecture rapide de ce meeting. Lecture rapide de ce meeting. Ce meeting, il visait plusieurs objectifs à mon sens. Le premier, en fait, c'est dans la logique. Le président du PDC s'est exprimé le soir du 22 avril, c'est ça, quand il a été, conformément à la loi, éjecté des listes électorales parce que n'étant pas ivoirien, au moment où il s'inscrivait sur ces listes, de façon très claire dans l'application de la loi. Il s'est exprimé le soir du 22 avril, c'est ça, quand il a été, conformément à la loi, éjecté des listes électorales parce que n'étant pas ivoirien, au moment où il s'inscrivait sur ces listes, de façon très claire dans l'application de la loi. Il a fait une déclaration dans laquelle il disait qu'il était très populaire, que la politique était un rapport de force. Du coup, le PDCI, pour sortir de cette impasse-là, a décidé le rapport de force. Le rapport de force avec son président à l'extérieur, qui doit piloter une sorte de résistance internationale. On l'a annoncé en grande pompe au Parlement européen, par exemple. Ça a été encore un flop, comme d'habitude. Et mobilisation interne. On voit depuis près d'un mois quelques manifestations ici, ça et là, par les militants du PDCI-RDA. Et l'idée, c'était de trouver justement quelques gens pour légitimer en fait cette plainte. Et bon, comme on a Blé Goudé qui est à peu près dans ce cas, on a Simone Gbagbo qui rêve au cas où Tidiane Thiam et Afrique qui rêve au cas où Tidiane Thiam n'est pas candidat de les mettre. Donc, on essaie de mettre quelque chose en place pour chacun dans son intérêt, mais pour construire quelque chose autour de ça. Et résultat des courses, la mobilisation, je ne vais pas trop en discuter parce que même pendant la campagne, Adama Diawara, lui seul, a rempli la place Figayo, donc c'est pas ça. Mais l'objectif de créer un rapport de force, comme l'a dit Tidiane Thiam, est un échec. Parce que depuis le 22 avril jusqu'à aujourd'hui, ces manifestations
restent, à mon avis, circonscrites. Elles n'ont pas d'impact populaire, au point qu'on se dise, vous voyez, parce que quand on décide d'aller dans la rue, de faire des manifestations pour obtenir quelque chose, l'idée, c'est que ces manifestations-là mobilisent, choquent, mettre une pression, mais voilà, ça fait Pour vous, près ce de n'est pas le cas. La pression. CAP Côte d'Ivoire ne se résume pas au PDCI. Hein. Il y a une vingtaine de partis politiques, de mouvements politiques au sein de cette coalition. Pourquoi a dit une vingtaine de gars pour donner un peu de légitimité au PDCI. Le COGEP, le nombre d'adhérents, le nombre d'élus, c'est 0. Le nombre d'adhérents, c'est pas beaucoup. Donc, on n'a que le PDCI en réalité avec quelques conglomerats. On peut ajouter quand même le FE de Pascal Affinguessan qui a quelques élus. Le reste, bon, vraiment, ils sont venus compléter le banc pour faire joli. Mais finalement, ces manifestations à l'interne ne changent rien, tout simplement parce que le discours, il est vieux, c'est des revendications, on ne veut plus de CEI, on attend ça depuis longtemps. 0 proposition, comme par exemple la CEI, vous voulez pas la CEI, vous voulez quoi en face? Rien. Et deuxième chose qui échoue, c'est aussi à l'international. Le président du PDCI pensait pouvoir mettre une pression, on entendait qu'il avait des réseaux, qu'il allait avoir des condamnations, mais là aussi, 0 au contraire. La seule parole, je termine dessus, la seule parole officielle sur la RLE, c'était la parole du ministre français des Affaires étrangères qui a confirmé ce qu'on dit depuis toujours. C'est une affaire que doivent gérer les institutions ivoiriennes. On vous a bien compris, Achubonga. Merci. Maître Ouraga Serge, représentant donc du COGEP également de la CAP Côte d'Ivoire sur ce plateau. Donc COGEP, membre de la CAP Côte d'Ivoire. Le président du COGEP a été même le président du comité d'organisation de cette mobilisation. En termes de bilan, êtes-vous satisfait? Merci beaucoup. Je précise que je suis porte-parole du COGEP. Sur ce plateau, je ne représente pas la coalition, mais en tant que membre de la coalition, bien sûr. Bien entendu, je peux donc me prononcer. Alors, pour nous, c'est une grande satisfaction, madame. C'est une grande satisfaction. N'en déplaise aux esprits chagrins qui disent ça et ceci ou cela, nous sommes satisfaits. Les images, madame, parlent d'elles-mêmes. Nous n'avons pas besoin de revenir sur cette bataille des chiffres. Non. On pourrait ici sortir des reçus même de location de milliers de chaises que nous avons eu à louer, tout ça. Mais on ne va pas sur ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, je voudrais féliciter... Quels sont les chiffres que vous annoncez? Non, les images comptent. Les images parlent d'elles-mêmes, madame. Nous, on n'est pas à cette manifestation pour faire un décompte de ceux qui y sont. Ce n'est pas ça notre objectif. Okay. Donc, les attentes du RHDP ne sont pas les attentes de la coalition. On ne sait même pas pourquoi ils ont des attentes. Ils n'ont pas à en avoir, qu'ils se concentrent donc sur leur congrès. Nous, nos attentes, c'était donc la mobilisation extraordinaire que vous avez vue. C'était donc l'organisation parfaite de ce meeting. Donc je voudrais féliciter non seulement tous les militantes et les militants des partis, des 24 partis de la coalition, les Ivoiriens qui se sont rendus massivement à ce meeting. Je voudrais féliciter le président du comité d'organisation, coordinateur général, le président Charles Blé Goudé. Mais il ne pouvait pas en être autrement. On sait qui est Charles Blé Goudé dans ce pays. Donc cette mobilisation, c'est tout à fait normal, c'est évident. Donc ce n'était pas un objectif, ce n'était pas un challenge pour nous. Le challenge, c'était l'organisation. Elle a été parfaite. C'est à quelques jours que nous avons obtenu l'autorisation de la mairie de Yopougon pour tenir donc ce meeting à la place Figayo, après des demandes, de multiples demandes, de plusieurs sites que le gouvernement a rejeté, a refusé. Est-ce que les demandes étaient adressées au gouvernement? Les demandes sont adressées aux institutions qui mais bien sûr, mais quelles sont ces institutions? Ce sont des entités publiques, madame. Ce sont des entités publiques, mais on sait comment ça fonctionne dans ce pays. Mais on ne revient pas sur cela. Allons sur le fond. Donc, sur le fond, donc, deuxième objectif, deuxième défi, c'était la sécurité, madame. C'est un meeting qui s'est déroulé dans des conditions de sécurité exceptionnelles, extraordinaires. Nos militants, les Ivoiriens qui sont venus tranquillement, ils sont retournés tranquillement. En ce qui concerne le fond, madame, il faut rappeler d'abord que la coalition pour l'alternance pacifique, c'est 24 partis, d'idéologie pas forcément similaire, mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour réclamer des conditions d'organisation d'élections dans la transparence. C'est d'abord ça, et ça c'est à saluer. On ne parle même pas de candidature. Donc on n'est pas unis autour d'une candidature. Non, on est unis autour de conditions qui vont nous permettre d'aller à des élections de façon tout à fait apaisée pour qu'on puisse, madame, éviter les crises que nous avons connues. Donc il y a ça. En ce qui concerne le contenu, madame, qu'est-ce que nous revendiquons? Nous l'avons dit, nous réclamons
une liste électorale fiable, premièrement. Cette liste électorale, on l'a dit, 60% de ceux qui sont inscrits ne répondent pas aux critères. Il faut un audit. On ne peut pas continuer à aller à ces élections avec cette liste électorale. On a réclamé la réforme donc, de la commission électorale indépendante. Sa dissolution, en tout cas une commission électorale indépendante qui n'est pas composée de partis politiques. Okay. On l'a réclamé. On a également parlé du parrainage citoyen. On a également parlé de la question de la transparence du financement des campagnes. On a également parlé du libre et équitable accès aux médias publics, donc par tous les candidats. On a également parlé d'inclusivité, madame. D'accord. Voilà les éléments, les points de revendication. Et tout cela, l'enjeu, madame, c'est quoi? S'asseoir et discuter. Donc, parvenir à un dialogue entre le gouvernement et l'opposition politique pour mettre à plat tous ces problèmes afin d'aller à des élections de façon tout à fait apaisée. Maître Ouaraga, on vous a bien entendu. Quoi, Justin? Votre analyse et votre regard. Je précise que le PPACI ne fait pas partie de cette coalition. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion pour vous de répondre. Pourquoi? Est-ce parce que vous ne vous retrouvez pas dans ces revendications de la CAP Côte d'Ivoire? Quelle est votre analyse, votre regard du meeting du samedi? OK. Notre analyse sur le meeting du samedi. 3 observations. Mais avant, je voudrais traduire les félicitations du parti à la coalition pour ce rassemblement réussi. Vous transmettrez à nos amis de l'opposition nos encouragements et nos félicitations. Première observation. Depuis un certain temps, madame, vous voyez que ce soit CAP, Côte d'Ivoire ou PPACI ou d'autres partis politiques, il y a des tournées pour démontrer au monde entier la volonté affichée des partis de l'opposition d'aller à des élections apaisées, des élections transparentes, des élections ouvertes et des élections inclusives. Nous appelons cela de tous nos vœux, les partis de l'opposition, qu'ils soient de CAP ou de PPACI. Deuxième observation, ces mobilisations visent à exhorter le pouvoir HDP à prendre en compte les aspirations du peuple ivoirien, celle de réintégrer des leaders politiques, et non des moindres, sur la liste électorale, à savoir le président Gbagbo Laurent, qui a été injustement radié de la liste, le président Charles Goudé, qui a été injustement radié de la liste, le président du PDCI, M. Thiam, et puis Soro Guillaume, sur la liste électorale. Deuxième observation. Troisième observation, madame, nous invitons ces tournées, ces mobilisations que vous voyez, des CAP, mobilisations que vous voyez de PPACI, visent à inviter le pouvoir RHDP à ouvrir le dialogue politique. Il faut qu'on ouvre le dialogue politique pour qu'on s'asseye pour discuter des sujets d'intérêt national. Par exemple, la liste électorale. Elle n'est pas fiable, elle n'est pas consensuelle, elle n'est pas crédible. Elle contient des anomalies. Et seuls les échanges avec le pouvoir peuvent nous permettre de régulariser et de régler toutes ces anomalies-là. La CEI, 97% de sa composition, aussi au plan central que dans les régions, est détenue par le RHDP. La CEI et ses responsables donnent l'impression d'être caporalisés par le pouvoir RHDP. Mais on invite le pouvoir à s'asseoir pour qu'on voit dans quelle mesure on aura une CEI crédible qui puisse conduire le destin électoral des Ivoiriens. Donc ce sont des invites. Ce n'est pas des meetings de guerre, ce n'est pas des meetings de combat ou des meetings de comparaison, c'est des meetings pour appeler au dialogue sur des questions, sur des sujets d'intérêt national. Dernière question, pourquoi ne pas faire donc partie de la coalition? Pourquoi ça nous regarde. Oui, ça, c'est notre calendrier. Mais on a besoin de comprendre. Ça nous regarde et ça, c'est notre calendrier. Bien sûr, mais on a besoin de comprendre. Ça nous regarde et c'est notre calendrier. Nous n'en faisons pas partie, mais on n'est pas adversaire pour autant. On n'est pas ennemi pour autant. Voilà. On se rejoindra en temps opportun parce que les combats sont les mêmes. D'accord. Bli Marius, quand on est un activiste des droits de l'homme, on a donc ce meeting de l'opposition, ces interrogations et les activités du parti au pouvoir. On aura l'occasion de parler du pré-congrès du RHDP, mais déjà votre analyse sur ce rassemblement de la coalition.
Oui, mais quand on a la FIDOP, on est activiste des droits de l'homme et qu'on voit sur toute l'étendue du territoire des mobilisations politiques et autres, on est satisfait. Ça fait rappeler que notre Constitution est très bien appliquée parce que dans notre Constitution, il y a la liberté d'expression. Dans notre Constitution, il y a la liberté d'opinion. Et dans notre Constitution, il y a la liberté de manifestation. Donc je crois que c'est cette démocratie qui est en train de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Et nous sommes satisfaits. Nous appelons même les autorités à garantir cette situation. Maintenant, nous, on ne va pas rentrer forcément dans le fond du débat ou bien dans les expressions qui ont été données lors du meeting. C'est que nous, on sait. Pourquoi ne pas rentrer dans le fond du débat? Non, je viens parce que d'abord, nous, on se félicite de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la manifestation de la démocratie. Par la mobilisation des partis ici et là, sans interdiction. On n'a pas appris qu'un certain leader a été arrêté après ce meeting. On n'a pas appris que pour tel propos, après ce meeting, il y a eu des représailles. Donc on estime que les gens sont bien dans la démarche de la démocratie et on voit que l'exercice démocratique en Côte d'Ivoire est en train de prendre forme progressivement et c'est bien. Pourquoi? Parce que nous sommes d'un pays qui sort d'une situation et nous avons aujourd'hui comptabilisé 14 années de stabilité, 14 années de paix. C'est quelque chose qui est important et c'est pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans le fond du débat. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que nous, en tant qu'activistes et défenseurs des droits de l'homme, nous voulons inviter les autorités à garantir encore ces 14 années de paix et à poursuivre au mieux en tendant la main toujours à l'opposition, en ouvrant, parce que quand j'ai entendu tout à l'heure parler de dialogue politique, c'est quelque chose qui a existé depuis toujours. Nous ne voulons pas rentrer dans le fond, mais on va y aller. C'est quelque chose qui a existé depuis toujours. Depuis, je crois, 2022, je crois qu'il y a eu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il y a eu le Premier ministre Patrick Achi, il y a eu plusieurs dialogues entre gouvernement et partis politiques en Côte d'Ivoire. Le but, c'était de s'entendre, c'était de faire en sorte qu'on obtienne en 2025 des élections apaisées. Ça n'a pas été le cas en 2020, parce qu'après on a eu la CNT qui a existé, mais en 2025, le but des élections apaisées a amené les autorités ivoiriennes à tendre la main aux partis politiques, à ouvrir le dialogue, en sorte qu'on puisse poser tous les problèmes. Mais jusqu'à présent, ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'on a comme l'impression que l'opposition ivoirienne, est-ce que je dois dire ça? L'opposition ivoirienne est dans le statu quo du débat. C'est-à-dire? Il faut qu'elle évolue. Ça, c'est certainement personnel, mais il faut qu'elle évolue. Vous savez, les Ivoiriens qui sont assis à la maison, ils se demandent quelle stratégie cette opposition va mettre en place pour récupérer le pouvoir, si vraiment elle est en quête de ce pouvoir. On n'est plus dans les... Gbagbo est sur la liste, l'autre n'est pas sur la liste. Les Ivoiriens sont fatigués des problèmes de personnes. Et on prie que les partis politiques fassent l'effort pour nous donner cette stabilité. Nous sommes à 4 mois des élections. On dépense assez d'argent à un grand meeting juste pour dire qu'on doit revoir la CEI. Ce n'est pas possible à 4 mois. Je ne voulais pas entrer dans le fond du débat, mais là, on nous invite. On fait un grand meeting juste pour dire qu'on va faire une révision de la liste électorale. Mais c'est ce qu'on dit. On fait un grand meeting, et j'ai entendu M. Kouadjussin le dire tout à l'heure, juste pour inviter le gouvernement au dialogue. Ça, c'est bon. Mais nous pensons que si le gouvernement n'arrive pas au dialogue, messieurs des partis politiques de l'opposition, organisez-vous à aller aux élections. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y aura élection en 2025 et ce sera en octobre. Alors organisez-vous. On vous a bien compris, Bli Marius. Sébastien Kwame, je vous ai vu écouter tout ce qui a été dit sur ce plateau. Vous êtes également un observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire. De par votre position, vous portez la parole de Jean-Luc Bion désormais. Votre analyse de ce meeting de l'opposition? Merci, Madame Débat. Alors, la première des choses pour nous, c'est on fait la politique pour quoi? Ou alors, on fait la politique pour qui? On fait la politique, ici en Côte d'Ivoire, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est cher aux Ivoiriens? Vous pincez n'importe quel Ivoirien, il va vous dire, moi, c'est la paix. Je ne veux pas de guerre dans mon pays, je ne veux pas de conflit, je veux la paix. Octobre 2025, ça fait peur. Franchement, c'est la paix que les Ivoiriens veulent. Alors, comment est-ce qu'on garantit cette paix-là? Par le dialogue, par des élections apaisées. Et cette coalition, la CAP,
a dans son nom pacifique, qui veut dire la paix. Donc, alternance pacifique, une alternance qui va se passer dans la paix. Nous, déjà, en tout cas le ministre Jean-Louis Billon, est très, très attentif. Et il n'est pas contre. D'ailleurs, il serait allé à ce meeting s'il était là. Malheureusement, ou alors heureusement, en tout cas pour ses affaires, il était en déplacement professionnel. Pourquoi? Parce que justement, ce que tout le monde veut, et d'ailleurs je pense que c'est dans tous les cas, et dans tous les camps, tout le monde veut la paix. Alors, il y a eu de nombreux appels. Quand on les regroupe, ou les résumer, tout le monde appelle au dialogue. C'est quoi le dialogue? En sciences politiques et sociales, le dialogue n'appelle pas forcément à une résolution à la clé. Pas forcément à un consensus. Mais alors, d'où vient l'intérêt du dialogue dans l'espace politique? Pourquoi est-ce que les politiciens appellent au dialogue? L'intérêt, c'est que pendant qu'on se parle, on ne se bat pas. Et puis, il y a un autre intérêt. Quand un camp évoque ou alors énonce ses idées, le camp d'en face qui écoute lors du dialogue peut se dire, finalement, ce qu'il demande, ce n'est pas la mer à boire. On peut faire. Et puis le camp d'en face aussi, quand il va s'exprimer, le premier camp peut dire, je comprends pourquoi ils ne peuvent pas faire ce que je leur demande. Voilà l'intérêt du dialogue. Et ce dialogue-là, de toute façon, pour nous, Ivoiriens, nous est cher, parce que notre premier président de la République était l'apôtre du dialogue. Il a toujours parlé de dialogue, prôné le dialogue. Et pour nous, quelles que soient les positions, il faut toujours aller sur la table des négociations. Merci. Il faut toujours dialoguer. Merci Sébastien Kwame. Je rappelle que le téléphone est ouvert dans cette émission, que vous pouvez nous appeler pour participer au débat, chers téléspectateurs. Kokora Inzi, ensuite Arthur Voilà, Bonga. merci Evelyne. Alors, j'ai écouté nos amis se débattre sur les chiffres. Vous savez, pour des organisations sérieuses, lorsque vous finissez un meeting donc, qui était attendu par tout le monde, mais cher ami, moi je te dis que nous attendions ce meeting. Parce qu'après la tournée du président du PDCI-RDA en Europe, naturellement, il devait démontrer sur le terrain qu'il avait en tout cas un ancrage important et que les Ivoiriens ont adhéré à sa vision. Sans forcément porter leur voix, ils disent pour eux, ce n'est pas le plus important. Non, le plus important, c'est le fond du débat. C'est parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas réussi à mobiliser. Donc, naturellement, ils vont faire croire que les chiffres n'étaient pas importants. Vous leur avez demandé quels sont les chiffres qu'ils avancent. Ils ont été incapables. Ils disent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais quels chiffres parlent d'eux-mêmes? Il n'y a pas de chiffres. On ne peut pas organiser une manifestation. Ce n'est pas nous qui avons dit d'annoncer le demi-million de personnes qui devaient venir. Et je donne le nom de la personne qui, dans un meeting de mobilisation, a dit que votre organisation attendait un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes, ça fait 500 000 personnes. À la fin, vous obtenez entre 4 000 et 5 000 pour 25 partis politiques et vous estimez que ce n'est pas important? Non, cher ami, c'est important. Première chose. Cela démontre, le message que cela envoie, c'est que les populations, comme l'autre l'a dit, sont fatiguées de vos revendications. Vous êtes dans le statu quo. Vous reprenez les discours de l'opposition, de la même opposition de 2020, vous les superposez au discours d'aujourd'hui, c'est exactement la copie conforme. Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais après les élections... C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais c'est des histoires, c'est là où je vais vous expliquer. Dites-nous. Après les élections de 2020, qu'ils ont boycotté en pensant que le CNT, ce coup d'État qu'ils avaient préparé, allait faire partie du régime et qu'ils ont échoué, après ça, il y a eu le dialogue politique conduit par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et après, le Premier ministre Haché Patrick. C'est à la suite donc, de la 5e phase du dialogue politique que les mêmes revendications qu'ils posent aujourd'hui ont été mises sur la table. Mais elles ont été traitées. Et le gouvernement a appliqué intégralement donc, les résolutions donc, de ce dialogue politique. D'où l'entrée du PPACI donc, à la Commission électorale indépendante, parce que s'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils n'étaient pas satisfaits des revendications qu'ils avaient posées au cours du dialogue, mais le PPACI n'allait pas envoyer un représentant à la Commission électorale indépendante. Donc la Commission électorale indépendante qui a été mise en place et qui est en train de faire un travail en accord avec les partis politiques, nous sommes en plein dans la révision de la liste électorale et qui doit être affichée donc, avec tout le processus qui est suivi. C'est le processus le plus long depuis l'histoire de révision de la liste électorale. 8 mois. On leur a donné le temps. Vous dites qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale. Le processus vous permet d'aller au contentieux et de régler ce problème. Mais vous quittez le contentieux, à la fin donc, du contentieux, c'est 12 000 revendications, requêtes qui ont été déposées, et vous vous promenez sur les réseaux sociaux, dans les meetings et sur les plateaux télé pour dire qu'il y a 6 millions d'irrégularités. Alors que la même liste électorale, Evelyne,
C'est ça qui a permis à Finguessan d'être député à Bongouanou. Ensuite, au président du conseil régional, ce qu'il a perdu en 2023. Et plusieurs personnalités du PPACI qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est grâce à cette liste électorale. Et alors qu'en 2024, nous avons eu seulement 700 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Mais d'où viennent donc les 6 millions d'irrégularités sur la liste électorale? Donc, dans le fond, même quand vous prenez le discours dans le fond, mais le discours, il est vide. Vous n'avez pas de projet. C'est la sempiternelle question de commission électorale indépendante. Mais ça n'a pas de sens. Donc, naturellement, l'échec de leur mobilisation découle du fait que les populations sont fatiguées de leur discours. Les populations attendent des propositions concrètes. Parce que quand vous dites alternance pacifique, on fait une alternance par un projet. Vous dites que le gouvernement qui est là a échoué sur un certain nombre de questions, de préoccupations des populations. Voilà nos projets pour améliorer donc la situation. Mais ils ne disposent d'aucun projet et vous pensez que les populations vont perdre leur temps dans des pays transportés dans des meetings pour leur raconter la même chose. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. Voilà vos préoccupations. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens. On vous a bien compris. Arthur Banga. Moi, quand on me dit qu'on exote, c'est faux, on n'exote pas. C'est une stratégie de nuisance. Une stratégie de force. C'est un rapport de force. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez bien Tidiane Thiam le 23 avril. Il a pris la parole, il a dit ceci. La politique est un rapport de force. J'ai pour moi ma popularité. Il a même rappelé qu'il est plus populaire que Laurent Gbagbo. Donc on va revenir à ça, ils sont opposés. Il ne pourra jamais être avec eux. Parce que l'un déjà a dit je suis populaire que l'autre. Il a expliqué que le Romain... Et même pas la semaine passée, Brendoumi a repris ça. La stratégie du PDC, elle est claire. On est dans un blocage. Notre président, par application de la loi, a été éjecté de la liste électorale. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le ramener dans la liste électorale? La stratégie est claire, rapport de force. C'est Tidiane Thiam qui le dit, Brendoumi le répète, avec 2 axes. Axe interne, manifestation. Pourquoi ces manifestations? Pour peser, pour faire peur. Ce n'est pas pour exhorter. Quand on veut exhorter, on ne fait pas de manifestation. Et donc, depuis le 22 avril, ils ont tenté. Mais dans des villes, c'était ridicule. Il y a des villes, on a eu 50 personnes au meeting du PDC-RDA. Et donc, deuxième stratégie externe menée par Tidiane Thiam lui-même. Pression internationale, on a annoncé de façon pompeuse qu'il partait au Parlement européen. Flop. On attend toujours le lien avec le meeting de la coalition. Mais le meeting est dans cette stratégie-là. Donc le meeting devait être le moment, l'apothéose de démonstration de force. Mais on va revenir sur la mobilisation. Mais je veux dire comme lui, quand on finit tout ça, ça fait plus de 1 mois et demi. C'est ça la vraie question. Après 1 mois et demi, vous avez fait des manifestations, vous êtes allé au Parlement européen, il paraît même qu'il va aller au Congrès, vous êtes intervenu sur toutes les chaînes, vous avez mobilisé des chercheurs d'une université britannique, je ne sais plus laquelle. Bon, quand on finit tout ça 1 mois et demi après, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas bougé d'un iota. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on continue à se dire, OK, on va toujours obtenir la CEI qu'on dit depuis des années, ça ne change pas, on va toujours obtenir l'inclusivité depuis des années, ça ne marche pas, ou bien, parce que la stratégie, c'est ça. La stratégie, c'est manipuler ses moyens pour atteindre son but. Est-ce que les moyens qu'ils utilisent actuellement vont leur permettre d'atteindre le but? C'est ça la question. C'est la vraie question à laquelle ils doivent répondre. Aujourd'hui, non. Au moins, on est là. Ils vont faire 10 meetings. Pour l'instant, ça ne va pas générer Alassane Ouattara un coup. Tout simplement parce que vos mobilisations, bon, c'est essoufflé. Deuxième chose que je voulais dire. Rapidement, M. Banga. Il faut qu'on arrête avec la comédie de la liste électorale. C'est une vraie comédie. Des gens, le système électoral ivoirien est l'un des rares systèmes électoraux qui permet à n'importe quel citoyen, d'aller se plaindre, de prendre ses papiers. Parce que venir dire, il y a tel parti, ça passe à maman, ça passe maman, ça passe son papa, même moi qui suis là. Il y a des noms, les façons d'écrire, les noms, tout ça, ça change. Si on va sur la liste, on dit, bon, on a combien, je crois 3 semaines. Et tu viens te plaindre. Vous ne vous plaignez pas. Vous vous cachez, vous venez ici. Donc, il faut arrêter cette comédie. Il y a 12 000 personnes qui se sont plaintes. Je pense qu'on s'est occupé des 12 000 personnes. Après, vous envoyez des clés. Je ne sais pas si la CEI va regarder, mais il faut arrêter la Côte d'Ivoire et le système électoral. Dernier point sur lequel je vais terminer dessus, ils ne vont jamais être ensemble. C'est une opposition opposée. Lui, il sait que où il y a Simone Gbagbo, il y a Afingessa, il y a Charles de Gaulle, il ne va pas partir. Quoi, c'est ça? Pourquoi vous faites comme si vous n'avez pas de problèmes? Vous avez des problèmes. Au Cap, là, ils sont là-bas aussi parce que chacun a son calcul. Je l'ai dit. Il y a certains qui disent, ah bon, comme Thiam n'est pas candidat, peut-être qu'à défaut d'avoir un candidat du PDCI comme Bion qui l'espère, et pour se faire battre, il va donc emmener vers nous. D'autres espèrent ça. C'est des calculs. Il n'y a rien de sérieux entre eux. Il n'y a rien de vrai. Et idéologiquement, ils n'ont rien en commun. On vous a bien compris. Historiquement, ils n'ont rien en commun. Ils se divisent sur des problèmes de personnes. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,
Pascal Affi-N'Guessan, c'est des problèmes de personnes. Merci à Tubonga. Vous n'êtes pas sérieux dans cette crédit. Merci à Tubonga. Arrêtez de dire que l'opposition ne sont pas rassemblés. Ensuite, Maître Ouraga. Merci, madame. Je voudrais rassurer nos amis, notre ami, que Blimarius. Les partis d'opposition sont à la recherche de la paix. Vous savez, les Ivoiriens ont été trop bousculés et trop apurés par les questions d'élection. Et nous avons pris l'engagement, au niveau du PPACI, à cette élection qui arrive là, de compter des vies et non des morts. C'est pourquoi on exhorte le gouvernement à ouvrir le dialogue direct, le dialogue politique. On n'envisage pas prendre les armes, comme l'ont fait certains hier. On n'envisage pas déverser des microbes dans les rues, comme l'ont fait certains hier. On n'envisage pas armer des bacs à verre pour couper des têtes à des Ivoiriens, comme l'ont fait certains hier, pour éviter ces violences-là. Les partis d'opposition, qu'ils soient des CAP ou du PPACI, appellent le pouvoir RHDP à ouvrir le dialogue. C'est essentiel pour nous, pour qu'on échange sur des questions d'intérêt national. As-tu dire que c'est des conneries quand on parle de liste électorale? Mais ça n'engage que lui. On ne veut pas se rétrécir dans ce débat-là. La liste électorale, là. J'ai dit comédie, j'ai pas dit comédie, merci. La liste électorale, nos amis du PDCI ont fait un travail technique là-dessus, ils ont trouvé des anomalies. Nos amis du FPI ont fait des analyses là-dessus, ils ont trouvé des anomalies. Maître Abiba de PPACI a fait un travail scientifique là-dessus, elle a trouvé des anomalies. Environ 6 millions d'électeurs sur la liste ne répondent pas. Sur 8 millions d'Ivoiriens. 6 millions d'Ivoiriens, sur 8 millions, hein, ne répondent pas aux critères de l'article 7. Discutons, échangeons, pour qu'on puisse les corriger, qu'on passe à le faire rire. Vous voyez, quand vous parlez, on est tranquille, on vous écoute. Allez-y. Non, il faut qu'ils sachent. On est tranquille, on n'est pas venu faire jouer la comédie. Ils parlent, on les écoute. Même si ce qu'ils disent est blessant, on les écoute. J'ai entendu quelqu'un dire ici que Simon Gbagbo et Blé Goudé sont des véritables inconnus dans cette nation. C'est Kokora qui l'a dit. Je n'ai pas réagi. J'ai dit des véritables inconnus. Non, Simon Gbagbo et Blé Goudé, écoute-moi, Kokora. Quand vous parlez... Non, il n'y a pas de problème, je vais te répondre. Simon Gbagbo et Blé Goudé sont des véritables inconnus en Côte d'Ivoire ici. Et lui, le dire, c'est ahurissant parce que lui, s'il est plus connu que Blé Goudé, applaudissons. S'il est plus connu que Simon Gbagbo, applaudissons. Mais ce n'est pas ça qui est le débat. Le débat, c'est que nous ne voulons pas aller à des élections pour enregistrer ou pour compter des morts. Le RHDP prépare la violence. Le RHDP prépare le chaos. Nous, là, on est préoccupés à éviter le chaos. C'est pourquoi on crie, c'est pourquoi on pleure, c'est pourquoi on exhorte, et c'est pourquoi on parle. On tourne, on fait des meetings, on fait des meetings de proximité. On parle à des communautés, à des chancelleries, pour que le pouvoir comprenne que nous voulons qu'on ouvre le dialogue politique pour qu'on échange. On ne veut pas la guerre. Maintenant, il dit que... Laissez-le terminer. Il voulait chuter là-dessus. Nous n'avons aucun problème avec la coalition. Nous n'avons aucun problème. La coalition et le PPACI ne sont pas incompatibles. J'ai dit, en temps opportun, nous allons nous retrouver sur des sujets de combat commun. En temps opportun. On n'a aucun problème avec la coalition. Il n'y a pas de problème de personne avec qui que ce soit. C'est lui qui voit, comme c'est le prophète des malheurs, donc lui peut voir les... Non, attention, attention aux expressions, s'il vous plaît. Donc, vous ne l'avez pas interpellé quand il disait ce qu'il a dit. Bon, excuse-moi, mais comme il avait dit qu'il y avait des problèmes de personnes, Anne Bleu Goudé, Anne Simon, etc., on n'en voit pas. Il n'y en a vraiment pas. Les Ivoiriens, que ce soit Bleu Goudé, que ce soit Simon Babou, que ce soit Babou Laurent, et les Ivoiriens de leur ensemble, aujourd'hui, sont préoccupés par des élections apaisées. On vous a bien compris. Le RHDP peut nous aider à avoir des élections apaisées. C'est tout. Non, je préfère pas, parce que je n'aimerais pas qu'il y ait un débat direct entre vous. Maître Ouraga. Après, poser la question. Comment sortir? Les téléspectateurs vont entendre. Allez-y, Maître Ouraga. Alors, je fais une précision. Vous savez, parfois on entend, oui, quelle est la stratégie de l'opposition? Quelle est la stratégie de l'opposition? Madame Débat, c'est notre stratégie. Pourquoi vous voulez la connaître? Vous n'avez pas à la connaître. C'est notre stratégie. La première chose. Donc on ne va pas sur la place publique vous dire quelle est notre stratégie. Mais il y a une stratégie. Il y a bien entendu. Okay. La politique, c'est cela. Mais pour l'heure, dans le cadre de la coalition, et je voudrais préciser cela,
Oui, on veut aller aux élections. Mais est-ce qu'on veut aller aux élections et se retrouver dans la même situation dans laquelle on était en 2011, avec 3000 morts? Est-ce qu'on veut se retrouver encore comme en 2000 où on a joué au football avec la tête de quelqu'un, avec des centaines de morts? Oui, on veut aller aux élections, oui. Allons. Mais dans quelles conditions? Et comment on ressort des élections? Le tout n'est pas de courir pour aller vers les élections. C'est justement pour cela que nous disons, asseyons-nous et aplanissons tous les problèmes, tous les différends que nous avons sur les conditions d'organisation de cette élection, afin qu'on ressorte de cette élection de manière tout à fait apaisée. C'est ça que nous disons au sein de la coalition. Sinon, chaque parti politique, puisque la coalition aujourd'hui, l'objet de la coalition, ce n'est pas le choix d'un candidat. Donc chaque parti politique aujourd'hui, membre de la coalition, réfléchit à sa stratégie pour aller aux élections. D'accord. Donc ça, c'est un premier point qu'il fallait aplanir. Deuxième point, Madame Débat. Parfois, on entend dire, et on l'a entendu sur ce plateau, certainement que M. Kokora ne sait pas. Je pense que c'est de bonne foi qu'il s'est trompé. Mais les recommandations du dialogue politique de 2022 n'ont pas été mises en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de dire ça. Ce n'est pas parce que le PPACI a été intégré à la commission électorale indépendante. Mais ce n'est pas la seule recommandation qui a été faite. Ce n'est pas vrai. Quelles sont les recommandations qui ont été appliquées? Première recommandation, par exemple. Il a été demandé de mettre sur pied un cadre de réflexion sur le découpage électoral. Est-ce que ça a été fait? Rien n'a été fait dans ce sens. Il a été demandé de réexaminer le parrainage citoyen. Ça a été fait? Rien n'a été fait dans ce sens. Il a été demandé même d'organiser une RLE. Même au dialogue politique, on l'avait déjà dit, il faut une RLE chaque année. Ça n'a pas été fait. Mais pire, on a même demandé au ministère de l'Intérieur de mettre sur pied un cadre de suivi des recommandations. Ça n'a pas été fait. Il n'y a même pas un cadre de suivi. Mais c'est justement parce qu'on ne veut pas mettre en œuvre. Si on voulait mettre en œuvre, on allait avoir un cadre de suivi et on allait voir le niveau de réalisation des recommandations qui ont été faites, le niveau d'exécution des recommandations qui ont été faites. Mais rien n'a été fait. Madame, le cadre de suivi même, s'il avait été mis en place, mais c'est un cadre de discussion. Mais même ça, ça n'a pas été mis en place. Et ce que nous disons, avec tous les problèmes qu'il y a, je vais vous donner un seul exemple, madame. Un seul. Et on me dira si on ne doit pas discuter le découpage électoral, madame. Vous avez vu les disparités qu'il y a à ce niveau-là? C'est scandaleux. Je vais vous donner quelques exemples. Quand pour des députés, le Kabadougou, on a 289 000 en termes de population, donc démographie. Ils ont 7 députés. Le Bélier a 415 000. Ils ont 5 députés. Pareil, le Gontougo, 917 000. Ils ont 12 députés. Le Goy et le Guémon, qui ont 985 000, 930, ont 7 députés. Pareil, le Ourodougou, 429 000 en termes de population. Ils ont 6 députés. Indénié Duablin, 716 000. Ils ont 6 députés. Madame, quels sont les critères? Est-ce qu'un Ivoirien n'a pas la même valeur, le même poids? D'accord, ok. Non, je veux mais terminez, s'il vous plaît. Ça fait un bon moment que vous avez la parole. Ce sont des éléments comme ça que nous voulons mettre sur la table pour qu'on discute et qu'on définisse, par exemple, en ce qui concerne le découpage électoral, les critères. Parce que quel est le message que vous envoyez aux populations qui sont victimes de cette disparité? Est-ce qu'on est inférieur à ceux qui sont de l'autre côté? Il faut qu'on en discute. D'accord, merci. On vous a bien compris. Mais je vais vous donner la parole, tout en vous rappelant que nous avons 3 autres thèmes qui doivent être abordés. Arthur Banga, ensuite Nzi Kokora. D'accord. Je voulais répéter 3 points, 1 minute chacun de ces points. Le premier point, je dis exhortation. Moi, je ne parle pas dans le vide. Hein. Je donne des citations, des dates, des faits. Je dis, le 23 avril au soir, M. Thiam a utilisé le thème rapport de force. Arthur Banga, sans revenir sur ce que vous avez déjà dit, parce que le temps est un peu contre nous. Non. Quand il dit rapport de force, tu n'es pas dans l'exhortation, hein. Tu es dans le combat. Et donc, les instruments de ce combat-là, c'est ces manifestations-là. Deuxième chose, c'est très bien, il parle de dialogue sur le découpage électoral, sur la RLE, sur plein d'autres choses. Mais le dialogue politique a dit que ces questions-là doivent se régler dans les institutions. Et quelle est l'institution dans laquelle on discute des lois? Mais c'est l'Assemblée nationale. L'institution par définition du dialogue politique dans une république,
c'est l'Assemblée nationale. Ils ont des représentants. Quelle est la proposition de loi que le PPACI ou que le PDCI ont fait sur le redécoupage électoral? Zéro. Comme on a dit, on n'est pas d'accord, ils ont la bouche, mais pour proposer, ils se taisent. Et c'est ça le problème de notre opposition aujourd'hui. Ils ne sont pas crédibles pour ça. Mais si vous regardez, c'est un équilibre à trouver parce que ce n'est pas que la population, il y a aussi la superficie. Donc, on a un équilibre à trouver entre la population et la superficie. Parce que sinon, il y a des zones qui vont se dire, nous aussi, on n'a pas de députés. C'est pour ça qu'on essaie à chaque fois de toucher ce redécoupage. Mais je dis, on est une mauvaise opposition, parce que nous, l'opposition qui est systématiquement dans la contestation et zéro dans la proposition. La preuve, c'est ça, c'est le redécoupage électoral. C'est une loi. Ils ont 2 groupes parlementaires qui n'ont jamais proposé quelque chose, mais qui sont toujours en train de discuter. Le troisième point. Troisième point que je voulais analyser là-dessus, non, il faut être vraiment sérieux sur le so what. Les Anglais, c'est ça, non? Je ne comprends pas bien anglais, ça, non? Les Anglais disent so what. Quand je finis de faire tout ça, là, la suite, c'est quoi? J'insiste, et là, je m'adresse directement aux militants du PDCIDR. Je vous dis, depuis le 2 février, je ne veux pas dire... Mais pourquoi uniquement aux militants du PDCIDR? Non, parce que je dis, les autres qui sont autour du PDCI sont venus faire des choses du remplissage. Le cap, là, c'est PDCI. Ils ont qui? Il ne faut pas se fatiguer. Donc, le PDCIDR... Madame, c'est du mépris. C'est pas du mépris. Madame, je dis, le PPACI ne fait pas partie. Non, mais il dit que les autres, c'est des Ivoiriens. J'explique. Les autres, c'est des Ivoiriens. D'accord, laissez-le terminer, vous aurez votre Je tour de ne réaction. méprise personne. Non, j'ai dit dès le début que quand vous avez regardé un nombre d'élus, un nombre d'Andera, ils n'en ont pas. Et c'est ce que lui-même l'a expliqué. Le COGEP a combien d'élus? Tu es juge de qui? Le MGC a combien d'élus? Tu es juge de quoi? Je ne suis pas juge. S'il vous plaît. Donc, à partir du moment où on a une coalition... Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez la possibilité de réagir. Allez-y. À partir du moment où c'est une coalition... C'est une coalition où il y a un seul qui a des élus. J'ai même mis Afin Guessan, j'ai dit oui, lui on peut le compter parce qu'il y a des élus. Ils n'ont pas d'élus. Ils ont combien de militants? Ils ont combien d'adhérents? C'est pour ça que je dis l'essentiel sur le PDCIDR. Et donc je m'adresse à eux. Après ces manifestations depuis 45 jours, quelle est la suite? C'est la question que le PDCIDR doit se poser aujourd'hui. Est-ce que la suite, ça va continuer, on continue de faire des manifestations, on continue de faire des meetings, on continue de chercher à aller au Parlement européen ou au Congrès, ou on se pose la question de... On fait quelque chose depuis près de 45 jours, ça ne marche pas. Et aux élections, on risque de ne pas avoir de candidat. C'est ça la question que le PDC doit se poser après le meeting d'hier. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, mobilisation, ils ont déjà dit, le rapport de force a échoué à ce jour. Peut-être que demain il va réussir. OK, mais pour l'instant, il a échoué. Donc, quand il échoue là, qu'est-ce que vous faites? C'est la question que le PDC doit se poser avec ses amis du CAP. OK, voilà. D'abord, cher ami Kwa Justin, quand on parle, il faut prendre le soin de bien écouter. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que M. Blé Goudé n'est pas connu dans ce pays. Ce serait une grosse hérésie de dire qu'il n'est pas connu. On sait ce qu'il a fait dans ce pays. Ils sont des véritables inconnus. S'il vous plaît, écoutez quand on parle. J'ai dit, le COGEP se résume à M. Blé Goudé et qu'en dehors de lui, tous ceux qui sont dans ce parti sont d'illustres inconnus. De même pour le MGCI. La preuve, elle est là. L'ami, il est le porte-parole du COGEP. Mais en dehors de NCI, quels sont ces faits d'armes dans ce pays? On ne le connaît pas. Pourtant, il est le porte-parole du COGEP. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'en dehors de ces 2 personnalités, donc qui sont les présidents de leur parti, tous ceux qui composent ce parti sont d'illustres inconnus. Première précision. Mais en le disant, tu l'as dit, la seule personne ou le seul parti qui pourrait représenter quelque chose parce qu'il a des élus, 2 députés, je crois, c'est le président Afin Guessan, en dehors du PDCIDR. Mais qu'est-ce que Gbagbo a dit de lui? Il a dit que c'est une enveloppe vide. Mais une enveloppe vide, quelqu'un qui a 2 députés, l'enveloppe est vide. Mais imaginons celui qui n'a même pas un conseiller municipal comme le COGEP ou le MGCI. Le MGC. On est allé aux élections ici. Est-ce qu'ils ont participé aux élections, le MGC? C'est MGC, c'est ça? MGC. Voilà, MGC. Mouvement Génération Capable. Donc, je pense même que les législateurs doivent revoir la loi sur la création des partis politiques. Parce que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, ils ont un récépissé. Mais c'est la liberté aussi. Voilà, non, je sais que c'est la liberté, mais en même temps, quelle est leur légitimité? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la preuve, elle est là. Il y a 25 partis politiques dans une coalition, mais en dehors de 2 partis seulement, il ne reste aucun conseiller municipal. Et c'est eux qui vont porter des revendications. Ce que je veux dire à quoi je sais, vous savez, votre logiciel, il est bloqué depuis longtemps. Quand ils prennent la parole, microbes, bac à verre, prise des armes. Il faut évoluer. Vous pensez qu'un jeune qui en attente donc d'emploi, qui a des diplômes, qui veut du travail, vous pensez que sa préoccupation, c'est ce discours-là, de microbes, de bagarre? Il faut que vous évoluiez. Vous êtes trop resté avec un cliché qui est dépassé.
Et d'ailleurs, le résultat de votre meeting, c'est ça. Parce qu'un jeune ne peut pas perdre son temps, aller dans un meeting pour écouter des discours populistes, propagandistes, donc dans le fond où il n'y a rien. Quand vous écoutez leurs discours dans ce meeting, mais qu'est-ce qu'on retient pour la Côte d'Ivoire? Comment des gens comme Mme Simone Veil-Gbagbo qui prend la parole et qui dit il faut qu'Alassane Ouattara se retire, il faut que le RHDP nous présente un autre candidat. Mais quelle est votre légitimité à demander au RHDP de présenter un autre candidat en dehors d'Alassane Ouattara? Mais si elle veut nous donner ce conseil, je crois qu'au PDCI-RDA, elle peut donner ce conseil. Et à la limite, elle s'adressait indirectement au PDCI-RDA, dont le candidat jusque-là n'est pas éligible, et il ne pourra pas être éligible parce qu'il a été radié de la liste électorale. Bien noté, elle bien pourra compris. donner le même conseil au PPACI avec son candidat investi, mais qui n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Donc je pense que le résultat de votre meeting est que les Ivoiriens vous ont vomi. Parce que vous ne proposez rien, vous êtes dans le discours qui est dépassé, microbes, bagavet, ça ne sert absolument à rien. Ce sont des émotions que vous exprimez, mais ça ne donne rien de probant pour les Ivoiriens. Ndji Kokora, on vous a bien compris. Je suis obligé de revenir sur ma gauche pour vous permettre de réagir rapidement. Quoi, Justin, et ensuite au maître Ouraga. Merci beaucoup. Je voulais rassurer Ndji Kokora. Je ne le dis pas pour te choquer. Je relate des faits. Je dis, nous, aujourd'hui, parti de l'opposition, nous exhortons le gouvernement RHDP à ouvrir le dialogue politique pour qu'on discute sur des sujets d'intérêt national, entre autres la révision de la liste électorale, la CEI, le découpage électoral et bien d'autres sujets. Nous les exhortons à cela. Parce que nous n'envisageons pas prendre les armes comme certains l'ont fait hier. Parce que nous n'envisageons pas remplir un bac à verre des microbes comme les gens l'ont fait hier. Je ne le dis pas pour le choquer. Et je n'indexe même pas le RHDP. J'indexe ceux qui ont rempli les bacs à verre en Côte d'Ivoire pour couper des têtes des Ivoiriens. J'indexe ceux qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire pour renverser les institutions à une époque. S'ils se sentent concernés, toutes mes excuses, mais je ne faisais pas allusion à vous. Bref, cela dit, je voudrais dire à mon ami, à mon frère Atu Banga, il a dit, et c'est juste, hein, après le dialogue en 2022, on a dit que les institutions prendraient la suite. C'est ça. Pour que des questions désormais débattues là soient traitées par les institutions. Mais en 2020, l'Assemblée nationale existait, non? C'est pour ça qu'on a fait le dialogue politique en 2020. Je peux parler quand même. M. Banga, s'il vous plaît. En 2020, l'Assemblée nationale existait. Et puis on a fait le dialogue politique. En 2021, l'Assemblée nationale existait. Je repars même en 2014. En 2014, il y a eu un dialogue direct. Un dialogue direct entre le FPI, au temps de Mia Kaureto, et le régime RHDP. Dialogue direct. Vous comprenez un peu? Mais les institutions existaient. Bien sûr. Quand il y a urgence dans un pays, quand la paix est menacée, quand la stabilité est menacée, quand la cohésion nationale est menacée, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir ouvrent le dialogue politique pour qu'autour d'une table, on discute. Ça n'excuse pas la paresse dans les institutions. Je peux parler... Banga, s'il vous plaît. Vous aurez je votre peux temps de parole, parler s'il vous toutes plaît. mes excuses. Vas-y. Terminez, allez-y. Ceux qui détiennent le pouvoir ont l'obligation d'ouvrir le dialogue politique pour qu'on discute des questions d'intérêt national. Pour la paix. Ce n'est pas pour faire plaisir à Babou Laurent. Ce n'est pas pour faire plaisir à Thiam. Ce n'est pas pour faire plaisir à Blogoudé, encore moins à Simone Babo ou même à Alassane Ouattara. Mais c'est pour les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens retrouvent la cohésion. Pour que les Ivoiriens retrouvent la paix. Et ce n'est pas une menace que de vouloir la paix. Je dis encore une fois. Terminez, s'il vous plaît. Je dis encore une fois. Quand nous tournons, on ne tourne pas avec les armes. Quand nous parlons aux populations, on ne se fait pas accompagner par les microbes. On parle et on exhorte le régime à ouvrir le dialogue politique. Et je me réjouis, vous finissez, je me réjouis que Kokora ait rectifié, qu'il ne traitait pas Blé Goudé de Simon Babo. Tu n'as pas bien compris, c'est tout. Je me réjouis. Tu n'aimes pas là inutilement, hein? Voilà. Je me réjouis qu'il ait rectifié cela. Mais je dis, je n'ai pas dit Voilà. ça, tu dis la vérité. Madame, D'accord. œuvrons tous autant que nous sommes, Kokora, œuvrons tous autant que nous sommes. RHP, PPACI, PDCI, COGEP, œuvrons tous à l'avènement de la paix dans cette nation. Merci, pour la Maître quiétude Ouraga. des Ivoiriens. Maître Ouraga, rapidement. Et nous ne serons pas responsables demain, car viendront les violences. Nous ne serons pas responsables on vous a demain. bien compris. Madame, laissez-moi dire cela. On a bien compris votre Nous ne point. serons pas responsables. Le PPACI ne sera pas responsable. J'espère que les autres partis politiques ne seront pas responsables. Quand viendront les violences, parce que le RHDP joue les sourds et se refuse la discussion et au dialogue direct. Parce qu'ils savent ce qu'ils préparent comme violence. Serge Ouraga, s'il vous plaît, merci, on vous a bien compris. Serge Ouraga. Madame, vous savez, je l'entends souvent de notre ami Kokora.
Il y a une forme de condescendance et de mépris quand on parle des autres. Ce n'est pas utile. Ça ne vous grandit pas. Il ne faut pas penser que en cherchant à rabaisser les autres, ça vous grandit. C'est une vérité absolue. Non, non, ça ne vous grandit pas. Il dit absolu. Madame, est-ce que pour revendiquer dans ce pays, quand on est un parti politique, il faut nécessairement avoir des élus? C'est pas ça le problème. Est-ce qu'il faut avoir des élus? Donc ça veut dire que toutes ces personnes qui sont venues à ce meeting, qui ne sont pas élus, ou qui ne sont pas, qui ne sont pas issues de formations politiques, qui ont des élus, ne sont-elles pas légitimes à revendiquer? Mais c'est pas la question. Mais c'est ce qu'ils disent. Non, non. On n'est rien. Nous sommes des illustres inconnus. Mais ces illustres inconnus qui n'ont pas de fête d'âme, comme vous dites, ils n'ont pas le droit de revendiquer. Bon, c'est pas ce que je dis. Mais tous ceux que vous voyez, mais ont des choses à dire. Nous avons des choses à dire. Et le fait qu'on n'ait pas d'élus, et on sait pourquoi. Jusqu'à ce jour, nous, le COJEP, on n'a pas encore de récépissé, madame. Parti créé en 2015. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas encore de récépissé. Parce qu'on nous interdit d'avoir un récépissé. Vous savez dans quelles conditions on fonctionne? Notre leader, tout le temps où il était là-bas, c'est vous qui l'y avez envoyé. Et aujourd'hui, vous avez encore 20 ans sur lui, il est empêché d'être candidat. Alors vous émiettez, vous phagocytez, vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de déstructurer une opposition, et après vous lui demandez non, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Vous mettez les bras de quelqu'un dans le dos, vous les liez, et vous lui demandez, vous lui dites, mais pourquoi il ne court pas vite? Cette situation de l'opposition aujourd'hui, là, c'est le pouvoir en place. Si cette opposition que nous avons aujourd'hui, avait été comme celle du RHDP, on ne serait pas là. Donc il faut se féliciter de ce que nous on est. Il faut se féliciter que nous réunissons des gens, des personnes qui partagent les idéaux que nous avons, d'avoir des élections inclusives et apaisées, mais dans la paix. Parce que nous, on sait comment vous avez fait ici. Merci, Maître Ouattara. Messieurs, s'il vous plaît, on va quand même rapidement, mais vraiment en 10 secondes. D'accord, mais la question... Non, il a dit Kokora. J'ai demandé la permission. Mais t'as pas encore donné la parole. Allez-y, vraiment 10 secondes, 10 secondes. La question, c'est pas que les gens ont pris du réputé. J'ai posé le problème. C'est moi qui ai dit qu'il y a le PDCI et les autres. Il a demandé pourquoi j'ai mis les autres. Les autres parce que, politiquement, il y a un poids que vous n'avez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de revendiquer, ça ne veut pas dire qu'on me méprise. Mais si on dit aujourd'hui à Achu Banga, politiquement, je ne pèse rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on me méprise. D'accord, Achu Banga, vous avez bien... Mais s'il vous plaît, messieurs, permettez qu'on évolue dans le débat et dans l'agenda. On a fait un peu d'une heure sur ce thème. On va donc évoluer avec le deuxième sujet. Comme vous le savez, le parti présidentiel, notamment le RHDP, a tenu sa tribune dénommée les rendez-vous du RHDP ce mercredi au siège du parti dans le contexte de préparatifs du deuxième congrès qui est annoncé pour les 21 et 22 juin prochains. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction et on en débat juste après. Des cadres du parti présidentiel face à la presse au traditionnel rendez-vous du RHDP. Une tribune d'analyse de l'actualité. Mais l'ombre du deuxième congrès a plané sur ce numéro, les interventions du président du comité d'organisation, Amédée Kouakou, et Mariatou Koné, présidente du comité scientifique, qui ont fait le point des pré-congrès organisés les samedis et dimanches à travers le pays. Concernant donc la mobilisation, l'ensemble des 16 régions a enregistré la participation massive des cadres régionaux, des responsables locaux et des militants. Le point culminant de ces assises a été l'adoption dans toutes les régions de motions soutenant la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles d'une part et d'autre part, les régions soutiennent qu'il soit encore le président du parti. Le congrès vise plusieurs objectifs. L'élection du président du parti, le choix du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Déjà, il nous revient des pré-congrès que notre candidat naturel à ce jour est bel et bien le président Alassane Ouattara. Le congrès vise également la révision des textes et la mobilisation des militants pour les futures échéances électorale. Mamadou Touré, lui, est revenu sur le positionnement de la Côte d'Ivoire sous le magistère du président Alassane Ouattara, avec la tenue de grandes rencontres internationales sur le sol ivoirien. Permettez-moi tout d'abord d'aborder en détail les événements d'envergure internationale qui marquent cette semaine. Il s'agit notamment des assemblées annuelles
de la Banque africaine de développement. Cet événement prestigieux qui se déroule actuellement à Abidjan est une preuve tangible du leadership incontestable de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion remarquable du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En choisissant notre pays pour accueillir ces assemblées annuelles, la BAD démontre à nouveau l'attractivité croissante et la confiance renouvelée dont bénéficie la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Il s'agit là d'une reconnaissance concrète de notre stabilité politique, de notre dynamisme économique et de la pertinence des politiques mises en œuvre par le gouvernement. Le deuxième congrès du RHDP est très attendu, aussi bien par les militants que par l'ensemble des Ivoiriens qui veulent être situés sur la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Mais au-delà de cette attente, le parti présidentiel veut faire de ce congrès un rendez-vous historique de par la mobilisation des militants. De retour sur le plateau de NCI 360 pour aborder donc notre deuxième thème de ce soir, notamment le pré-congrès éclaté du RHDP, bilan à mi-parcours. On va commencer avec un téléspectateur qui nous appelle de la France, Kanaté Wafi. Bonsoir. Bonsoir madame. On vous écoute. Déjà, je salue tous les invités sur le plateau. Je vais aller droit au but parce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre l'antenne. Je vais demander à la réalisation de faire en sorte qu'on vous entende mieux parce qu'on vous entend faiblement ici. C'est bon, vous m'entendez? Allez-y, c'est toujours faible. Allez-y, on vous écoute. Ok, donc je disais tantôt pour le congrès du RHDP, on sent que c'est un parti organisé. De un. De deux, je pense que si le RHDP choisit le président Ouattara, ça serait une très bonne chose dans la mesure où le président Ouattara a une vision pour la Côte d'Ivoire. Déjà, les infrastructures. C'est vrai, tout n'est pas au top, mais il y a beaucoup qui est fait. De deux, je vois que le RHDP, c'est un parti organisé dans la mesure où, déjà, ils pensent à un candidat. En plus de cela, ils ont des projets, ils sont concrets, ils sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe. Et c'est à saluer. Et puis, dire aussi à l'opposition, c'est vrai, vous avez fait des revendications, mais pensez surtout à la population. Quels sont vos projets? Parce qu'ici en France, quand les partis politiques font des revendications, ils apportent un plus, ils disent, nous, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais on sent qu'ils sont focalisés sur quelque chose qui est, oui, normal, mais il faut qu'ils pensent à la population en mettant des projets. Voilà ce que nous allons faire. Ouattara s'est arrêté là, nous, on va faire au-delà. Mais c'est toujours révision de la liste électorale. Ceci, cela, mais c'est pas bien. C'est un peu honteux pour une classe politique ivoirienne qui est à la hauteur. C'est ce que je voulais dire. Kanaté Wafi, merci pour votre appel. Blimarus, je vais commencer avec vous sur ce pré-congrès éclaté du RHDP, toujours en tant qu'activiste des droits de l'homme. Analyse? Non, avec satisfaction. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'on le disait quand le CAP avait fait sa manifestation. On le dit avec satisfaction que l'expression politique nous plaît. On voit les partis politiques qui sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Nous, ça nous plaît. Et bon, c'est toujours bien organisé. Quand on est au pouvoir, bon, on remarque qu'on a beaucoup plus de moyens, donc on peut mieux organiser. Pourquoi on a beaucoup plus de moyens quand on est au pouvoir? Oui, parce que quand on est au pouvoir, on est déjà au pouvoir. On cherche à conserver son pouvoir, donc on s'organise au mieux. On a du temps par rapport à ceux qui sont plus dans l'opposition, qui se débattent encore à pouvoir. Et puis après, il faut rappeler que le contexte politique ivoirien après 2010 crée aussi tout ça. Mais félicitations au RHDP qui fait un pré-congrès. C'est tout ça la démocratie. On fait un pré-congrès, on demande l'avis des militants dans les bases, et puis après, on remonte au sommet, on va faire un congrès, et puis certainement qu'ils vont choisir leur candidat. Félicitations. Nous, on veut voir la démocratie s'exprimer. Et si vous avez remarqué, c'est ce que je dis d'entrée. Je dis que les Ivoiriens, qu'ils soient à la maison, ils sont inquiets. La seule question qui se pose, est-ce que les partis politiques vont nous servir la paix en 2025? Vous avez remarqué qu'on a fait 1 heure de mission. On a entendu RHDP, PPACI, CAP. Ils ont discuté pendant 1 heure. Ils n'ont pas réussi à s'accorder sur des éléments qui, pour nous, ne nous intéressent pas. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse l'Ivoirien dans son salon qui nous écoute actuellement, c'est de savoir comment on fait pour qu'après 2025, ce pays ne soit pas un chaos. C'est tout. Quand on entend encore des propos qui sont des propos de guerriers, non, ça ne nous rassure pas. Nous invitons les partis politiques à se rappeler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, quand il partait, vous a laissé un pays en paix. S'il vous plaît, conservez cette paix-là. Comme c'est encore le cas
depuis 2011 à 2025. Maître Serge Ouraga, un mot sur le pré-congrès du RHDP, avant bien sûr de donner la parole à Inzi Kokora pour faire le bilan mi-parcours. On n'a pas de commentaire particulier, c'est un organe, enfin, le congrès c'est un organe du RHDP, c'est la démocratie, c'est bien. Et nous, voilà, on les félicite pour ça. Mais justement, on a entendu donc, comme bilan à mi-parcours que la plupart des militants réclament le président Ouattara comme le candidat du RHDP. C'est bien. Mais les militants des autres partis auraient bien voulu que leurs champions aussi soient autorisés à participer. Qu'on ne mette pas sur nos chemins de nos dirigeants, de nos candidats désignés ou potentiels, des obstacles qui empêchent donc nos candidats d'être éligibles. Parce que eux, ils ont non seulement le président Ouattara, mais il y a encore une demi-douzaine, il y a encore des dizaines et des dizaines de candidats potentiels. Ce n'est pas le cas à l'opposition. Mais eux, ils décident que c'est le président Ouattara qui est leur candidat. Ils appellent cette décision, ils appellent donc ce choix de tous leurs vœux. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche, par des artifices juridiques, au moyen de décisions judiciaires, pourquoi est-ce qu'on empêche les autres partis de faire le choix de leur candidat? Le président Charles Blé Goudin ne peut pas être aujourd'hui éligible, justement, parce qu'il y a des décisions comme celles que vous connaissez. C'est la même chose pour le président Thiam. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Il faut se souvenir dans ce pays. Vous savez, on n'est pas cohérent. Quand à l'époque, le président de la Cour suprême rendait une décision pour rejeter la candidature du président Ouattara, on a crié à l'exclusion dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand on utilise donc ces artifices juridiques, on dit non, c'est la justice. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ça. Quand la communauté internationale demande au RHDP, au gouvernement, de discuter avec son opposition, on dit non. La communauté internationale n'a pas le droit de se mêler de ce qui nous regarde. Ça, c'est notre cuisine interne. À l'époque, on a crié sur tous les toits ici que la communauté internationale doit ceci ou cela. Donc, nous, c'est ce que nous dénonçons. 2 poids, 2 mesures. Le RHDP s'arroge tous les droits pendant qu'il piétine les droits des autres. Parce que la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ça aujourd'hui. C'est une Côte d'Ivoire où les politiques peuvent s'offrir des avantages, des faveurs, où ils vont se soigner dans un hôpital prestigieux à Paris, quand nous, Ivoiriens, ici, les gens meurent pour une aspirine. La Côte d'Ivoire du RHDP, c'est cette Côte d'Ivoire où des gens peuvent avoir exproprié donc, des personnes qui bénéficient de leurs droits de propriété consolidés parce qu'ils ont des connaissances haut placées. C'est ça la Côte d'Ivoire du RHDP. Toujours 2 poids, 2 mesures. Je l'ai dit pour le découpage électoral. On vous a bien compris. Non, mais il faut le dire. Mais sans refaire le débat, on est sur ce même plateau, vous avez dit les mêmes choses, on vous a bien entendu. Nous disons, il faut donc que les mêmes droits soient appliqués pour tout le monde. D'accord, merci. Bernard Inzi Kokora. Le pré-congrès a permis donc de démontrer au monde entier, aux Ivoiriens, que la politique, c'est le terrain, pas le bavardage. Ce n'est pas le remplissage des salles de conférences, mais il faut aller sur le terrain, démontrer effectivement que vous avez un ancrage sur l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais donc de personnalités inconnues, mais qui ont des partis politiques, mais qui sont pas sur le débat, Bernard. C'est important donc de leur rappeler ça, parce que dire qu'on n'est pas connu, ce n'est pas une injure. Moi, je ne suis pas connu. Voilà, donc c'est peut-être grâce à NCI qui a permis que quelqu'un puisse mettre un nom sur mon visage. Donc, ce n'est pas insultant ni méprisant, c'est une vérité. Peut-être que vous allez vous faire connaître, c'est important. Donc, le pré-congrès a permis de démontrer la vitalité du RHDP et son ancrage politique. Et partout où nous sommes passés, mais ce sont des fêtes populaires. Les populations ont adhéré massivement à la vision du président Alassane Ouattara. Et donc, nos militants sont enthousiastes et ont demandé que le président Ouattara soit leur candidat. C'est leur volonté manifeste. Mais cette volonté, les populations l'expliquent en disant que depuis 15 ans, non seulement la stabilité, la paix et la sécurité sont de mise, le développement également est de retour dans notre pays. Chaque jour, ce sont des machines qui travaillent à travers le pays, ce que nous n'avions pas connu depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Et donc, aujourd'hui, les populations demandent que le président Ouattara soit le candidat du RHDP. Au-delà de ce qu'ils disent, la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ceux qui vont se soigner en Europe, ils bénéficient de ceci ou de cela, mais vous avez géré ce pays. Où est-ce que M. Laurent Gbagbo allait soigner ses dents? C'est au Maroc. Le Maroc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire.
Mais bien au contraire, aujourd'hui, les populations touchent du doigt les centres de santé qui sont construits. Est-ce que vous savez quel était le taux de couverture sanitaire dans notre pays en 2011? Nous étions à 40%. Aujourd'hui, c'est près de 80%. Est-ce que vous connaissez le taux de couverture en énergie lorsque nous avions au pouvoir? 51 ans d'indépendance, on était à 33%. Aujourd'hui, nous sommes à 95%. Allez-y dans les villages, mais les populations sont satisfaites de ce résultat. Bien qu'il y ait des défis encore à relever, et voilà pourquoi le président Ouattara doit continuer. Sur l'ensemble donc des lycées et collèges, mais vous avez construit combien de lycées et collèges avant de partir? En 17 ans, donnez-nous le chiffre exact de lycées et collèges que vous avez construits. Mais en seulement 14 ans, c'est près de 608 lycées construits. C'est-à-dire que nous avons dépassé largement ce qui a été construit donc en 51 ans. Donc la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est ce pays qui est en avant. Elle rayonne par sa diplomatie. Et M. Kwa et moi, nous venons donc de la même région. Il peut témoigner. La route qui partait dans notre village, à couper Kotobi, a été fermée à la circulation pendant près de 15 ans. Alors que le Premier ministre Afinguessan vient de Bongwanou, le DG du Bénet, l'ex-DG du Bénet, Aouado Melo, il vient de cette région, mais cette voie a été fermée pendant 15 ans, rendant tous les villages de l'Axe donc enclavés, et nous étions obligés de faire le grand tour pour aller à Bongwanou. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Mais les populations apprécient cela. Alors, donc voilà pourquoi nous vous encourageons à laisser ces faux discours. Comme l'autre l'a dit, si nous avons une demi-douzaine donc, dans notre parti, et que Mme Gbagbo nous demande de choisir notre candidat parce que nous avons de beaux militants, mais nous pouvons aussi vous demander de choisir donc, des candidats au sein de votre parti. On s'éloigne un peu du pré-congrès. Non, on ne s'éloigne pas. On parle du pré-congrès. Ils ont dit des choses, il faut que je rebondisse. Donc je dis, autant on nous demande de choisir notre candidat à la place d'Alassane Ouattara, mais nous aussi, nous vous encourageons à choisir d'autres candidats. D'accord, merci. Alors que vos candidats ne sont pas sur la liste électorale. On vous a bien compris, merci. Voilà. Michel Gondot nous appelle de la France. Bonsoir. Oui, bonsoir Evelyne. On vous écoute pour votre réaction. Très bien. Merci. Je tiens d'abord à saluer le SGA Akwa Justin et l'ensemble des intervenants. Sur le congrès, le pré-congrès du RHDP, je tiens à saluer ça, hein, effectivement, parce que apparemment les militants du RHDP sont unanimes sur une chose. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit être candidat. On applaudit, sauf que la Côte d'Ivoire est des droits. Et moi, ce pré-congrès-là, ça me fait penser, paix à son âme, au jeune Kofi Toussaint qui, en 2020, a perdu la vie. Je ne vais pas revenir sur les circonstances dans lesquelles il a perdu la vie, mais ce nom-là, certainement, dira quelque chose à nos frères du RHDP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a une constitution. Et vous le savez, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Le dernier point, je vais dire que quand ça fait 15 ans que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir et qu'il est incapable de régler le problème, par exemple, de la prime des enseignants. Vous parlez du président de la République, donc attention avec un mot, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, c'est compris. Sachant qu'il a un budget de souveraineté de 320 milliards et qu'on a besoin seulement de 90 milliards de francs CFA, je dis bien 90 milliards de francs CFA, pour offrir une prime trimestrielle de 300 000 francs à chaque enseignant, sachant qu'il y a 100 000 enseignants en Côte d'Ivoire. Quand on prend 300 000 multiplié par 3, ça fait 900 000. 900 000 multiplié par 100 000, ça fait 90 milliards. 90 milliards pour régler la prime des enseignants. M. Alassane Dramane Ouattara en est incapable. Quand on voit le bilan du RHDP, avec des élus, avec des cas du RHDP, qui font payer aux Ivoiriens l'assurance maladie, soi-disant universelle, et profitent pour signer des conventions, profitent de leur poste pour signer des conventions pour venir se faire soigner en France, je pense que le RHDP a échoué. Et ça doit être l'occasion pour eux de se remettre en question, de faire réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et vraiment de donner aux Ivoiriens d'exprimer leur voix de sorte à ce que le changement puisse se faire de façon naturelle pour une fois, sans qu'il n'y ait de mots en Côte d'Ivoire. C'est là que je vais m'arrêter, madame. Je vous remercie. Merci, Michel Gondot, pour votre appel. Messieurs, notez vos points et on reprend juste après pause. Le laboratoire d'analyse minérale de la SODEMI existe depuis 1962. Un laboratoire accrédité selon la norme ISO-IEC 17025 version 2017. Chaque année, des milliers d'échantillons dans le domaine de la chimie générale sont analysés ici. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe. Objectif, soutenir les travaux de prospection, d'exploration géologique, ainsi que les activités d'extrait du secteur minier ivoirien.
Vous suivez NCI 360 et vous faites bien. Nous poursuivons donc le débat après cet appel du téléspectateur. Nous sommes en train de parler du pré-congrès du RHDP. Athieu Bonga, c'est votre temps de parole. Oui, d'abord, sur le pré-congrès, en soi, rapidement, c'est déjà une très belle chose. Et finalement, c'est une démocratie au sein des partis politiques. Le pouvoir vient du bas parce qu'on retourne vers la base et la base s'exprime. Et ça, c'est déjà quelque chose qui manque assez dans nos partis. C'est très bien que le RHDP l'ait fait, de tourner vers sa base, réfléchir sur l'avenir du parti. Et il y a des choses qui se dégagent depuis, notamment sur la candidature d'Alassane Ouattara. Ça se dégage dans tout le monde. Mais j'entends trop de confusion. Mais chacun est libre de choisir son parti. Chacun est libre d'être candidat. Mais il y a une seule personne qui décide, un seul groupe qui décide de qui est candidat ou pas, c'est le Conseil constitutionnel. Chacun peut avoir sa lecture de la Constitution. Il y a un téléspectateur qui a donné sa lecture de la Constitution. C'est bien. Ils peuvent le passer, c'est le droit. Mais après, celui qui tranche la Constitution, celui à qui on a donné le pouvoir de dire si quelqu'un est candidat ou pas, sinon le COJEP peut choisir, le pouvoir peut choisir, les bionistes, moi, chacun peut choisir, mais c'est la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on mette ça dans la tête d'une république. Dans une république, c'est la Cour constitutionnelle qui garantit la légalité. Et cette Cour constitutionnelle-là, elle va se prononcer. Elle s'est déjà prononcée sur le cas d'Alassane Ouattara. Il a été choisi. Donc on verra. La deuxième chose, j'ai entendu... Moi, je dis honnêtement, très honnêtement, quand je parle à mes amis de l'opposition, je dis, mais comment vous voulez attaquer Alassane Ouattara sur le bilan? Mais c'est perdu. Quand j'entends l'opposition se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara, vraiment, faites courageux pour aller se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara. Je ne vois pas comment... Si moi j'étais dans l'opposition, j'allais éviter ce débat-là même. J'allais chercher autre chose. Ou bien dans ce débat sur le bilan-là, je n'allais pas partir sur les trucs de médecine, de salaire. Parce que, regarde, il n'y a jamais... Moi, je suis enseignant. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, déblocage, augmentation de 5% tous les 2 ans. Prime de 13e mois, prime de transport. Prime de logement. Ce que Alassane Ouattara a fait, moi j'en veux, je veux encore. Nous, on s'apprête à réclamer encore. Mais si on compare à quelqu'un qui a dit que lui n'allait jamais augmenter un salaire dans ce pays-là, vraiment arrêtez, surtout quand il félicite son SGA, il ne faut pas faire cette comparaison-là. La comparaison des bilans Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, ne faites pas ça. Ça vous dessert. Parce que je ne vois pas dans quel domaine, franchement, je ne vois pas dans quel domaine on comparer ça. Parler de projets, bon, on prend les hôpitaux. Mais la Côte d'Ivoire, dans son histoire, elle n'a jamais eu 60 ans d'espérance de vie. Moi, je suis quand je prends Aboisseau, Babadougou, Tefedougou, Soumier, Adaou, Ayebo, Assouba, Aboisseau, tout ça, c'est des villages, il n'y a pas 5 km. Hein. Mais hôpital. Donc, arrêtez ça. Laissez le bilan. Ils vous bottent dedans trop. Pensez à autre chose. Parce que si vous comparez ça, là, vous n'allez jamais vous en sortir. La première, c'est les salaires. En termes de salaire, en fonction du pays, on n'a jamais eu ça. Déblocage, prime de transport, 13e mois, augmentation de 5% tous les 2 ans. Après, je suis d'accord qu'on doit espérer plus. Mais dire que vous avez fait mieux que ça, laissez, vous n'avez pas fait. Donc, pour terminer, sur la question, et je regrette un peu quand je compare à ce qu'a fait le PDCI, par exemple, depuis 2013, on n'a pas encore eu de congrès ordinaire au PDCI. C'est-à-dire que de 2013 jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais assis dans ce parti pour réfléchir au texte, est-ce que c'est adapté, est-ce qu'on fait toujours des congrès extraordinaires, des bureaux politiques ici. Là, on a un vrai exemple de démocratie et je pense que les partis politiques doivent décider de redonner la parole aux militants pour donner plus de vécu. Merci. Quoi, Justin? Très bien. Avant de parler du pré-congrès rapidement, Kokora nous dit que le président Gbagbo est allé soigner ses dents au Maroc. Dans un contexte où la rébellion occupait les 2 tiers du pays. Kokora, s'il vous plaît, monsieur, écoutons-nous. Je vais garder mon calme pour vous parler. Dans un contexte où la rébellion actionnée par qui ils savent occupait une partie du territoire et donc avait ses agents dans les hôpitaux. Gbagbo ne pouvait pas les souffrir en holocauste. Mais mieux, Alassane Ouattara, ils sont asiatiques où? Ils sont asiatiques où? Pas en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle sur les plateaux, ayons du respect pour nos présidents. Ce que vous dites de Gbagbo Laurent, je suis en mesure de vous dire la même chose pour Alassane Ouattara. Ils sont asiatiques où? Dans aucun hôpital de Côte d'Ivoire. Bref, nous allons parler du congrès maintenant, de leur pré-congrès. Le pré-congrès.
Le pré-congrès doit se faire en 3 phases, selon ce que j'ai entendu. Mais ce qui m'importe ici, c'est les objectifs du congrès. Premier objectif, mobiliser la base militante. Deuxième objectif, confirmer le soutien à la candidature d'Alassane Ouattara. Troisième objectif, ça c'est définir les orientations stratégiques pour le prochain congrès. Mais le premier objectif m'intéresse, les 2 premiers m'intéressent beaucoup. Mobiliser la base militante. Oui, le RHDP avait besoin de mobiliser la base militante. Pourquoi? Sa base grogne. La base militante du RHDP grogne. Rien qu'à voir sur vos panels, vous voyez Zasso qui crie partout que la base est délaissée au profit des arrivistes. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La base militante du RHDP grogne. Oui, parce qu'on avait des camarades comme Ogué Tiakoré, que nous avions connus, nos aînés. On avait des camarades comme Karamoko Yayuro, que nous avions connus comme des combattants dans le front républicain. Ils sont où? Ils sont nulle part. Mais qui on voit? C'est Kokora. Où est Ogué Tiakoré? Où est Karamoko Yayuro? S'il vous plaît, un peu de calme. S'il vous plaît, je suis pas très amusé. Où est Ogué Tiakoré? Où est Karamoko Yayuro? Ils sont nulle part. Mais c'est Kokora, on voit. Kokora, il sort d'où? Quels sont ses faits d'armes? C'est les panels. Finalement, la question. Excusez-moi, c'est les panels. Donc, ils attendent Ogué Tiakoré qui vienne faire les panels pour qu'il ait une bonne place au RHDP. Oui, madame, la base grogne. Et moi, je me réjouis qu'ils aient compris ça. Et qu'à l'occasion de ce pré-congrès-là, ils tournent pour redonner encore espoir à leur base qui ne croit plus en eux. La base du RHDP ne croit plus en eux parce que, madame, excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Il y a des responsables et des militants de base du RHDP qui ont mené le combat, le dur combat, pour que le RHDP advienne au pouvoir. Certains ont perdu la vie, d'autres sont devenus manchots. En tout cas, c'était un dur combat. Mais après la prise du pouvoir, qui assiste ces bases-là? Qui assiste ces bases-là? Elle est laissée pour compte. On voit des gens rouler carrosse, on voit des gens dormir dans des grosses villas, on voit des gens jouir et manger tous les plats du restaurant, sauf cette base. Oui, la base du RHDP pleure. Elle avait besoin que ces cadres la revisitent pour la remobiliser. D'accord, terminé. Terminé. Quant à la candidature, au soutien à la candidature d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, excusez-moi, je dois dire du président Alassane Ouattara. Non. Tu peux dire Alassane Ouattara. Personne ne vous y oblige. OK. Je fais remarquer que l'article 19 de leur statut du RHDP, Kokora doit connaître, le candidat de leur parti à l'élection présidentielle est désigné à la Convention et non au Congrès. Pré-congrès pour désigner le candidat qui va être confirmé au Congrès. C'est en violation de leur propre test, à son article 19. Il peut le noter pour le relire. Deuxième chose. Vous avez terminé? Deuxième chose. Le mandat du président Alassane Ouattara à la tête du RHDP a pris fin depuis janvier 2024. Ça veut dire quoi? Il a été élu président du RHDP lors de l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié le 16 juillet 2018. Vous vous rappelez cette date? Et puis, le 26 janvier 2019, lors du premier congrès ordinaire du RHDP, cette désignation a été entérinée confirmant Alassane Ouattara comme le président du RHDP. 26 janvier 2019. Élu pour un mandat de 5 ans. Ça a pris fin. Le président Alassane Ouattara est hors délai. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Il n'est pas champion, le RHDP n'est pas champion de la violation. J'ai fini. Mais terminé, ça fait un bon moment que vous avez la parole, vous le reconnaissez. La violation de leur propre test. S'ils sont habitués, s'ils apprennent le mécanisme de violation des tests en interne, ce n'est pas étonnant qu'ils veuillent violer la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un autre mandat en 2025. Mandat, je n'ai pas encore fini. Mais vous avez la parole depuis un bon moment, quoi, Justin, s'il vous plaît, voilà, terminé. La Constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un autre mandat. En 2010, il a été candidat
de façon exceptionnelle par le président Gbagbo Laurent. En 2015, il a été candidat par dérivation. En 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'étant pas là, il s'est cru dans l'obligation de se présenter en forçant sa candidature. On a assisté à des têtes coupées. Je suis bien obligé de vous arrêter. Je suis bien obligé de vous arracher la parole. Vous avez eu la parole depuis un bon moment. Moi, Justin, merci. Mais finissez, parce que ça fait un bon moment que vous avez la parole. Il serait intéressant pour le RHDP de se trouver un autre candidat. Merci. Merci beaucoup. On a compris votre point de vue, quoi, Justin. Sébastien Kouamé, rapidement sur... Mais personne... C'est moi qui dirige le débat. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi faire mon travail. Merci beaucoup. Sébastien Kouamé, un mot sur le pré-congrès du RHDP. Oui, ce parti organise son pré-congrès. C'est la démocratie, c'est la politique, c'est comme ça. Ils sont sur le terrain. Et c'est pareil aussi pour la CAP, on l'a vu tout à l'heure, qui est en train d'animer l'espace politique. C'est des occasions de se faire voir, c'est des occasions de se faire entendre. C'est la démocratie. Maintenant, il faut aussi écouter le peuple. Est-ce que le peuple a besoin de débats qui sont... sur la place politique et violent? Non. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix et il faut vraiment garantir cette paix-là. Nzi Kokora. Voilà. Alors, je voudrais simplement dire à M. Kwa Justin, il a posé la question qui est Kokora, d'où sort Kokora. Je te donne raison. Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais d'illustres inconnus. Vous savez, vous pouvez être un militant d'un parti. Vous êtes dans un parti politique. Si vous n'êtes pas projeté en avant, on ne peut pas vous voir. Mais je vais vous mettre à l'aise. Je suis un militant du RDR depuis sa création. Et pour les faits d'âme, tu viens de Bongouanou, il faut te renseigner. J'ai été candidat aux élections législatives pour le compte du RDR en 2011. Mon nom se trouve dans les livres de la Commission de travail indépendante. J'ai été président du comité de base. J'ai été président du comité de base. J'ai été président du comité de base du RDR. J'ai été secrétaire de section du RDR. J'ai été commissaire politique du RDR. J'ai été secrétaire départemental adjoint du RDR. J'ai été directeur local de campagne de la donc, je vais revenir sur ta préoccupation parce que tu ne les connais pas, parce que tu ne les vois pas, donc tu penses qu'ils ont disparu. Je t'apprends. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Voilà, tu pendant 5 minutes, vous avez parlé, on vous a écouté. S'il vous plaît, permettez qu'on évolue. Permettez qu'on évolue dans le débat, s'il vous plaît. Comme tu poses la question où se trouve Odié Tiakoré, je t'informe que Odié Tiakoré est sénateur. Karamoko Yayuro, dont tu parles, il est conseiller du Premier ministre. Alors, donc, c'est pour te dire... mes chers amis, est-ce que tu peux arrêter de perturber le débat? Et donc, j'ai dit, ce sont des personnalités, donc tu continues de travailler auprès d'Alassane Ouattara, et quand tu nous dis la base grogne, et tu cites un individu qui n'est même pas militant du parti, Zasso Patrick, donc qui se plaignait. Mais l'indicateur le plus important, c'est le pré-congrès. Est-ce que, quand il y a les images, j'espère que tu nous suis, comme tu es très intéressé à ce qui se passe au sein du RHDP, donc naturellement, tu dois savoir qu'à l'intérieur du pays, et partout où nous sommes passés, je te l'ai dit, malheureusement, tu n'écoutes pas, ce sont des fêtes populaires. As-tu vu dans des villes, chez toi, à Bongouanou, quand tu interroges le député maire de Bongouanou commune, Assouba Jacob, est-ce qu'il t'a dit que sa base grogne? Non, il faut aller à l'intérieur du pays, tu vas poser des questions aux gens, comme tu as dit. Peut-être que tu es très attaché au panel ou au TikTok, donc naturellement, tu vas voir des individus là-bas qui n'ont aucune carte du parti, qui ne sont inscrits dans aucun comité de base, qui vont se plaindre, mais ils ne sont pas des militants. Nous avons nos militants dans nos fichiers que nous connaissons, mais je peux te rassurer, cher ami, que nos militants ne grognent pas. Ils sont très satisfaits de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils demandent, c'est une recommandation qui est forte, en demandant au président, non seulement de continuer d'être le président du parti, mais d'être aussi le candidat pour les élections présidentielles. C'est ça l'indicateur le plus pertinent. Mais vos perceptions sur les réseaux sociaux, le RHDP ne se gère pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez fini ces différents points. Marius? Oui, ouais, nous on revient un peu sur cette situation parce qu'on estime que la paix doit être garantie et ces animateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire nous inquiètent. Ouais, sur ce plateau, on a entendu quand vous étiez aux affaires, nous aussi, on ne prend pas un mauvais exemple pour justifier un mauvais exemple. Quand ils sont là, ce que les Ivoiriens attendent dans la télévision actuellement, c'est comment ces différents partis au pouvoir comme l'opposition, comment ils feront pour nous servir la paix.
après octobre 2025. Je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit d'entrée ici, que ce qui est sûr, c'est qu'on aura les élections en octobre 2025. Est-ce que nous, on veut savoir, c'est est-ce que vous allez nous servir la paix? Et comment? Parce que ce qui nous inquiète, quand on est assis, ce qui nous inquiète le plus, ce sont vos propos. On l'a déjà condamné sur ce plateau. Vos propos, les propos des hommes politiques. Pendant 2 heures d'émission, on a vu que des partis politiques en train de se tirer là-dessus. Personne ne nous propose. On nous rappelle que tu t'oses à faire, et toi aussi, quand ton président a fait ceci. Non, s'il vous plaît, servez la paix aux Ivoiriens. Apportez des propositions qui peuvent nous rassurer. Apportez des dispositions qui peuvent nous rassurer. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons comptabilisé 14 ans de stabilité et de paix. C'est important, c'est vrai. La stabilité n'est pas toujours la paix. Oui, oui. Mais en même temps, on a 14 ans où on n'a pas de rébellion. On a stabilité, paix. Voilà. On a 14 ans où des gens ne marchent pas de Mans à Diokoué, personne ne fuit Daloa, personne ne fuit Korogo, personne ne fuit Boaké. Ça, pour nous, c'est important. On a 14 ans où on peut circuler dans ce pays librement. Ça, pour nous, c'est important. Il faut applaudir l'opposition. Pardon? Il faut applaudir l'opposition. Alors donc que l'opposition continue dans cette dynamique de paix en faisant d'autres propositions, non pas en menaçant. C'est une opposition qui n'a pas recours aux armes. Pas juste ça, certainement. Mais c'est pas menaçant. S'il vous plaît, on a bien commencé l'émission, on est en train d'aller vers la fin, on va se s'il vous plaît. Sur les candidats, comme on l'a dit, nous, on n'a pas de choix de candidats. Ce n'est pas à nous de dire qui doit être candidat d'un différent parti ou pas. Voilà. Et la seule chose qui nous intéresse, est-ce qu'après la liste des candidats édités, est-ce qu'après ça, on aura la paix? Non, mais c'est ça qui nous intéresse. D'accord, merci, messieurs. Je vais vous proposer d'avancer. On va aborder le thème suivant, notamment cette conférence de presse de Jean-Louis Billon qui se dit... Salut, salut. Voilà comment ça sort, et c'est comme ça sort. En fait, j'ai écouté ce débat-là jusqu'à ce niveau, mais je trouve que le RDR a son idée, a son plan, a sa vision de la situation actuelle, de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Mais c'est vraiment déplorable de voir que le RDR manigance une... je ne peux pas appeler une guerre civile, mais disons comment on peut appeler ça? C'est-à-dire que une crise, même pas ça peut être pré-électoral, même pré-élection, quoi que ce soit, mais ça peut être une crise avant même les élections, ou bien durant les élections, ou bien même juste après les élections. Ce qui est sûr, c'est une crise que le RDR est en train d'organiser, parce que refusant le dialogue, sur tous les plans, ils refusent. Jusqu'aujourd'hui, tout ce que l'opposition a demandé, ils ont toujours refusé. Mais l'opposition ne s'est jamais mise à utiliser la force pour pouvoir accueillir toutes ces revendications. En temps, dans le passé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé la force. Du moment où on a rejeté leur candidature, et ils sont partis prendre les armes, ils sont venus. La chose que je voulais souligner ici est que il y a un mépris de leur part, dans le sens que quand ils parlent même, il y a cette arrogance, il y a cette manière de faire qui n'ont pas leur propre personnalité. Parce que si vous êtes au pouvoir et que vous traitez les autres avec mépris, comment on peut considérer
ce parti, comment on peut vous considérer, comment on peut vraiment voir vos bienfaits. Si vous traitez les gens avec mépris de cette manière-là, moi je ne sais pas. Et surtout, quand les gens parlent, ils se mettent à rire, à chuchoter des trucs qui ne sont pas... C'est pas juste, c'est pas bien pour des co-débatteurs. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Et surtout, quand ils parlent, les autres, les co-débatteurs, attendent à ce qu'ils finissent avant de réagir. À plusieurs reprises, ils ont fait. Mais c'est cela a mené les autres à ne plus attendre. Dès qu'ils parlent, eux aussi, ils continuent. Donc, ça amène des discussions. Ces échanges-là vont de part et d'autre, sans toutefois chercher à écouter son co-débatteur. Et ça, c'est très vilain. C'est surtout la dame. Moi je mets la faute sur la dame parce que si, quand d'autres parlent, elle admet. Moi, je dis quand le RDR parle, elle admet. Et quand les autres parlent, elle commence à leur supplier de ne pas intervenir. En tant que les autres parlent, elle laisse passer. Bon, bref, c'est pas ça qui est le plus important. C'est du fait que ces gars-là, à longueur de journée, quand ils viennent sur le plateau, ils vont venir mentir. Ils viennent dire, dans sa zone là-bas, dans tous les villages, à moins de 5 km, il y a des hôpitaux. En temps, les gens meurent à longueur de journée en Côte d'Ivoire. Le taux de mortalité en Côte d'Ivoire est plus élevé qu'au Burkina, au Mali, qui, chez eux, il y a une guerre de terrorisme. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça? Une Côte d'Ivoire qui est en paix, mais qui a un taux de mortalité élevé. Dans la sous-région, même si on va aller voir, la Côte d'Ivoire est en première position. Vous parlez des hôpitaux. Oui, on a construit des hôpitaux. Mais pourquoi vous avez les moyens de construire des hôpitaux à moins de 5 km dans chaque village, vous avez construit des hôpitaux et vous partez signer des accords avec des compagnies aériennes pour bénéficier aussi des soins médicaux. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Vous venez vous asseoir sur le plateau pour mentir. Mais moi, ce qui me cœur chez Banga, c'est son arrogance. C'est le mépris qu'il porte aux autres partis. Surtout, il est plus centré sur le PDCI que les autres partis. Mais moi, je dis, tu as quel problème avec le PDCI? Il y a quel problème avec le PDCI? Ou bien parce que le cas du PDCI, Tidiam Thiam, il n'est pas vraiment verrouillé. Parce que les autres, vous avez vraiment verrouillé, il n'y a rien à dire. Comme tu le dis, c'est la Cour constitutionnelle qui décide. Mais cette même Cour constitutionnelle-là, elle est fiable, elle est crédible, elle est indépendante. C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Dans le fond, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas fiable, elle n'est pas crédible. Parce que qui est là-bas? C'est un gars du RDR qui est là-bas. Vous pensez que, ouais, je suis habité d'un match entre mon village et le village de l'autre pays. Vous pensez que moi je vais laisser gagner mon village? C'est des trucs, ça se vient, c'est spontané, c'est pas quelque chose où on peut discuter, c'est spontané. Tu peux favoriser, tu vas favoriser et tu le feras. Il y a eu plein de points qu'ils ont soulevés. Et, par exemple, ce que le maître, oui,
son nom ne me vient pas, et qui avait soulevé. On cherche le dialogue. Non seulement, il n'a pas dit le dialogue, mais il a cherché, il a dit, on cherche à aller aux élections, mais pas à n'importe quel prix. On cherche à aller aux élections, mais pas n'importe comment. On cherche à aller aux élections, pas dans de telles conditions. Et il a bien dit. Et c'est ça le but du dialogue. Parce que si on doit aller aux élections, on ne peut pas se permettre de, comment on appelle ça, de laisser tout en vrac, de concevoir qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale et on accepte cela, on va aux élections. Mais ce qui s'est passé en 2010-2011, je crois que ça n'a pas servi de leçon à certaines personnes. Même les vrais RDA qui sont là, vous pensez verrouiller les choses de cette manière-là? C'est encore les mêmes RDA qui vont mourir encore dans la rue comme des citoyens, des citoyens, disons, c'est la même Côte d'Ivoire qui va perdre encore des enfants, si je peux dire ainsi. Que ce soit du RDA, du PDCI, du PPACI, c'est encore des enfants de ce pays-là qui vont mourir. Et c'est ce que l'opposition demande à ce qu'on puisse éviter. Vous venez nous chanter à longueur de journée le bilan, on carte. Quel bilan? C'est les ponts, c'est les conneries là que vous parlez de bilan. Le gars a soulevé le problème des comment on appelle ça, des enseignants. Tu dis bien tu es enseignant et qu'ils vous ont donné, ils ont débloqué des primes, ils ont débloqué ceci, ils ont débloqué cela. Quand les enseignants ont commencé à gréver en avril passé, ils ont dit, ils ont reçu les enseignants pour parler avec eux. À la suite, est-ce que quelque chose a été fait? Celui-même qui a été mis en prison parce qu'il a parlé là. Est-ce qu'ils ont libéré? Jusqu'à présent, il est encore en prison. Vous venez nous chanter à longueur de journée, démocratie, liberté d'expression, rentrée ici, sortie là. Ils disent ils ont débloqué. Les gars ont continué. Ils avaient arrêté pour parler. Mais quand ils n'ont pas reçu gain de cause, ils se sont remis en cause. Bon, pas remis en cause, mais ils ont eu à reparler, à redescendre dans la rue. Tu viens nous parler, oui, on a débloqué. Tu es enseignant de mon cul, ouais. Quand vous parlez, parlez de telle sorte que on puisse vous croire un peu. Mais ne nous venez pas mentir sur les plateaux ici pour nous dire des conneries. Arrêtez ça. Vous avez parlé de plein de trucs encore. Il y a eu... quoi encore qu'il avait parlé? On parle de la Constitution. Qu'est-ce que l'article dit? L'article... je crois bien, si je ne me trompe pas, que c'est l'article 2, si je ne me trompe pas. Ce qui est sûr, Alassane Ouattara a fini ses 2 mandats. Il a forcé un 3e mandat. Il ne va pas venir forcer encore un 4e mandat, pardon. Ce qui me fait mal, c'est vous-même, les mêmes Ivoiriens, qui forcez un 4e mandat pour qu'ils puissent tuer les gens. Vous dites non, que l'opposition ne propose rien. Vous avez proposé quoi? Ou bien parce que vous êtes au pouvoir? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Ce monsieur n'a pas le droit de faire 4e mandat. Le 3e mandat, il a forcé. Mais ce n'est pas 4e mandat. Il sait très bien que s'il vient, ça va causer problème. Mais il s'entête. En ce moment, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Vous voulez nous faire voir? Vous voulez qu'on comprenne? C'est-à-dire que c'est la confrontation que vous êtes en train de chercher.
Voilà ce que quoi Justin est en train de dénoncer, c'est ce que quoi Justin essaie de vous dire. Et que c'est la confrontation que vous êtes en train de chercher en voulant faire 4 mandats à votre mentor, à votre, comment on appelle ça, à votre candidat qui n'est pas éligible. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Bon, moi je m'arrête là. Comme je l'ai dit, lui, il est tellement arrogant que tout le monde, j'ai dit, tout le monde le voit. Tout le monde le voit que tu es arrogant sur les plateaux télé. Et c'est ce qui a fait que M. Brendoumi a dit, je ne veux pas débattre avec un impoli. Je ne veux pas débattre avec un agresseur. Tu es un agresseur verbal. C'est pas physique, mais verbalement, tu agresses les gens. Donc, comme je l'ai toujours dit, à bon entendeur, au revoir.